Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la conférence épiscopale nationale maintient la pression sur le gouvernement en vue de le pousser sur la voie du dialogue pour calmer les tensions dans les régions anglophones. L'aggravation de la crise sociopolitique et son climat d'insécurité sont les préoccupations majeures évoquées lors de la 43e assemblée plénière des évêques du Cameroun. C'est un bras de fer engagé depuis 10 ans entre le gouvernement et des conducteurs de mototaxis dans la ville de Douala. Ces rois du désordre urbain n'ont presque jamais respecté la réglementation en vigueur et vous verrez dans ce journal comment plusieurs fois l'administration a sorti les muscles avant de se raviser dans un contexte social où les mauvaises habitudes ont la peau dure et la machine de lutte contre le désordre urbain s'est plusieurs fois emballée entre tracasseries administratives et conflits de compétences. Le Cameroun est en passe de battre le triste record du nombre d'athlètes en fuite lors des Jeux du Commonwealth. 5 boxeurs, 3 haltérophiles qui ont déserté le village olympique en Australie. Qui sont-ils? On fait le point sur la situation dans la tanière, dans la Team Cameroun en Australie. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'escalade de la crise anglophone et son climat d'insécurité préoccupe au plus haut point les évêques du Cameroun à l'occasion de la 43e assemblée plénière qui se tient à Yaoundé. Ils ont à nouveau prêché l'évangile d'un dialogue franc et sincère pour traiter des causes profondes de cette crise et surtout apaiser les tensions sur le théâtre de la crise anglophone. Ils ont ainsi maintenu la pression sur le gouvernement pour le pousser à emprunter cette voie indispensable en vue de calmer les esprits surchauffés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Une messe pontificale pour entrer dans le vif du sujet de la 43e assemblée plénière des évêques du Cameroun. L'instant est sacré pour célébrer le 5e anniversaire du pontificat de sa sainteté le pape François. C'est surtout l'occasion pour les évêques réunis au grand complet d'élever les prières pour l'unité et la paix au Cameroun. Le pays va mal dans un contexte marqué par la persistance de la crise dite anglophone. Si quelqu'un me demandait que ce problème va être là jusqu'à maintenant, je disais non. Au début, quand ça a commencé en 2016. Maintenant, il y a beaucoup de pertes de vie. Il y a les militaires qui sont tués, il y a les militaires qui tuent les gens, il y a beaucoup de gens qui sont innocents, qui souffrent, leurs biens sont détruits. Et je peux dire que Yaoundé, comme église, est déjà impliquée dedans parce que nous accueillons beaucoup de personnes qui viennent de ces régions-là. Que ce soit dans nos paroisses, où on a vu les effectifs augmenter, et que ce soit dans nos écoles aussi, où on a dû donner des mesures urgentes, des inscriptions, j'allais dire même inconditionnelles, pour que les enfants ne soient pas laissés à l'abandon. Depuis quelques semaines, le gouvernement, à travers le ministre de l'administration territoriale, a entrepris des mesures et une tournée dans les différentes régions du Cameroun. Question de tenter de désamorcer la bombe. Une action que les évêques ont toujours prônée. Nous en appelons depuis longtemps à ce genre de démarche qu'il faudrait qu'on aille vers chacun, qu'on écoute chacun. Mais combien de fois depuis cette crise, nous les évêques, nous avons, n'est-ce pas, appelé les acteurs de cette crise, ceux qui ont voix au chapitre, n'est-ce pas, de dialoguer. Mais les évêques pensent qu'il faut aller plus loin dans la recherche d'une solution définitive à la crise anglophone qui n'a que trop duré avec son cortège de malheurs. On pense que les méthodes de dialogue qu'on a eues, ce n'est pas le vrai dialogue. Parce que quand il y a des problèmes, on doit régler le problème, il faut appeler tous ceux qui sont responsables. Si même ce sont les sécessionnistes, les terroristes, nous tous, nous sommes des Camerounais. Et il faut que les gens disent ce que le faire pour être un évêque. On voit ce qu'on peut améliorer
Je pense que s'il y a la vieille dialogue, s'il y a la justice, je pense que la paix va revenir dans les deux régions du nord et du sud-ouest. Comme on le voit, le climat socio-politique actuel préoccupe au plus haut niveau la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Mais les évêques sont convaincus qu'une issue heureuse est possible afin que cesse la saignée. L'archidiocèse de Yaoundé ne cache pas son embarras sur le cas de l'abbé Kodo, soupçonné d'être impliqué dans l'évasion de l'ex-ministre Basile à Tanganakuna. Des enquêtes se poursuivent pour déterminer sa responsabilité ou non dans cette affaire, et vous allez le suivre, l'archevêque métropolitain de Yaoundé qui essaye tant bien que mal de défendre l'un de ses prêtres. Nous avons eu, comme vous l'avez souhaité, qu'on en parle, le cas de notre abbé Nkodo, qui s'est retrouvé dans une grosse polémique au sujet d'une tentative de sortie du territoire d'immigration, je ne sais pas. Bon, pour le moment, l'abbé ayant été interpellé par la justice, il a été décidé qu'il comparaîtrait libre. Et nous savons que sur ce plan-là, il est un homme d'éthique. Il reste totalement à la disposition de la justice pour apporter les réponses aux questions qui se posent à lui maintenant. Bon, quant au fond de l'affaire, vous convenez avec moi que je ne suis pas compétent. Nous attendons que nous sachions exactement de quoi il s'agit et tout cela est sous enquête. Donc à ce niveau d'enquête judiciaire, personne ne peut dire grand-chose. On attend les résultats à la fin. Nous croyons qu'il aura à dire la vérité. Moi, la seule chose que je lui ai dit, mon fils, dis la vérité. Ça te rend libre. Et je crois que les autorités qui mènent ce travail le font avec la diligence nécessaire pour que nous puissions savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. La communauté internationale se montre elle aussi préoccupée des tensions décriées dans les régions anglophones au Cameroun. Le Commonwealth invite à ce sujet le chef de l'État du Cameroun à la rencontre des gouvernements membres de cette organisation, une rencontre prévue à Londres dans les tout prochains jours. L'enjeu de ces assises a été évoqué lors d'une rencontre qui s'est tenue à Kribi dans la région du Sud. Des précisions avec Joseph Abena-Bena. Le super déjeuner du Commonwealth, c'est le nom de baptême de cette rencontre ici à Kribi, organisée par le Haut Commissariat de Grande-Bretagne au Cameroun. Au cours des échanges, le diplomate annonce un sommet des gouvernements du Commonwealth auquel il convie le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Le Commonwealth a formé les institutions comme l'ECAM, comme le système du code pénal, comme les systèmes pénitentiaires, et les valeurs du Commonwealth s'appliquent partout dans le Commonwealth. L'importance de l'inclusivité, le président a parlé actuellement l'importance du dialogue dans le contexte de la dite crise anglophone. Il a raison. Le dialogue, la décentralisation, l'évitation de la force excessive, comme l'a dit le président chef d'État Paul Biya, ce sont les trois éléments importants pour résoudre ces problèmes dans les régions anglophones, mais aussi du counter-terrorisme, contre le terrorisme dans le nord du pays. Ça aussi, c'est un sujet sur l'agenda, l'ordre du jour, à l'ordre en mi-avril. Entre deux, plusieurs personnalités de la cité balnéaire de Kribi ont répondu présents à cette rencontre, agrémentée par des activités culturelles sur le vivre ensemble harmonieux. Extrait. Imaginez-vous John Fundi, chairman du SDF, nommé sénateur par le chef de l'État. Le magazine Jeune Afrique affirme que le chairman du SDF est pressenti pour être non seulement nommé sénateur, mais aussi en pole position
pour occuper la tête du Sénat. Ces allégations ont suscité la colère de John Frondi, le chairman du principal parti de l'opposition, nie tout en bloc. Il rejette ces allégations et affirme qu'il n'y a jamais eu de négociations politiques ayant abouti à une telle possibilité de nomination à la Chambre haute du Parlement. Le chairman du SDF qui déplore une campagne de sabotage contre son intégrité morale et politique. Plus de détails avec Eric Watat et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Cameroun, John Frondi bientôt au Sénat. Cette interrogation figure dans la publication du journal Jeune Afrique du mardi 10 avril 2018. L'article verse par la suite dans une série d'affirmations. On peut ainsi lire, John Frondi, le leader du Social Democratic Front, SDF, est pressenti pour être nommé sénateur. Le 4 avril, il a été discrètement reçu au palais des Toudi. Il n'en a pas fallu plus pour susciter l'indignation du chairman du SDF. Dans une interview accordée au téléphone à Equinox Télévision, ni John Frondi dément formellement ces allégations. I have not given an interview or granted an interview to Jeune Afrique at any one time. Je n'ai accordé aucune interview à Jeune Afrique. La dernière fois que je l'ai fait, c'était il y a 18 ans. Je suis donc surpris d'apprendre qu'il affirme que je suis allé négocier mon entrée au Sénat. Il n'en est rien. J'ai refusé d'être candidat à l'élection présidentielle. Ce n'est donc pas à la présidence du Sénat que je vais m'intéresser. Ni John Frondi affirme également que la dernière fois qu'il s'est retrouvé dans une même pièce que Biya, c'était il y a un an. The last time I met with the president was when the Cameroonians bought the cup that they won from Gabon. And I met with him in the hall. La dernière fois que j'ai vu le président de la République, c'était en février 2017, lors de la cérémonie de réception de l'équipe nationale qui venait de remporter la CAN. Et ce jour, nous n'avons eu aucun entretien privé, dont Jeune Afrique a manqué de professionnalisme. To maintain that credibility, they could call me to find out whether I ever went to the presidency for anything. Au-delà de ce qu'affirme Jeune Afrique, ni John Frondi serait-il intéressé par la présidence du Sénat? Le chairman du Social Democratic Front affirme que si Paul Biya l'appelle à ce sujet, après avoir discuté avec lui, il en parlera avec la presse. Lors des dernières sénatoriales, le SDF a remporté 7 sièges dans la région du Nord-Ouest, un nombre qui pourrait augmenter si le président de la République décide parmi les 30 sénateurs qu'il va nommer de s'intéresser au SDF. Toujours dans ce chapitre politique, l'âme immortelle de l'UPC est aujourd'hui tourmentée dans des batailles de leadership. Son idéologie nationaliste s'assombrit dans des luttes d'intérêts égoïstes des différentes tendances UPCistes pour fédérer ces esprits dispersés. Des figures emblématiques de l'UPC ont été mises en exergue à l'occasion de la célébration de la création de cette formation politique il y a 70 ans. Des précisions avec Guy Zogo dans ce reportage. Les camarades d'un seul et même parti. Pas de grandes manifestations, encore moins de commémorations. 70 ans après, l'Union des populations du Cameroun, UPC, continue son chemin après sa naissance, le 10 avril 1948, à Douala. Saluer la résilience de l'UPC. Malgré les déboires, l'UPC a persisté jusqu'à nos jours. Cela veut dire que le rêve que ces jeunes hommes avaient eu, c'était un rêve qui était au-delà des individus. Et ce rêve persiste. Cette date historique nous interpelle tous parce que les pères fondateurs de l'Union des populations du Cameroun s'étaient engagés pour une cause, à savoir l'unité de notre pays, l'indépendance de notre pays et le développement d'un pays libre et indépendant. Pour l'UPC, son discours unificateur interpelle plus que jamais au regard du contexte particulier que vit le Cameroun. Aujourd'hui, nous célébrons nos 70 ans dans un contexte assez particulier parce que l'unité de notre pays est menacée. Les populations de certaines régions, partant de certains constats historiques, interpellent
les garants de l'intégrité de notre territoire. L'UPC avait une certaine idée, une certaine vision du Cameroun. Malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans un Cameroun qui est en pleine déchirure par les guerres au nord, la guerre de ce qu'on appelle le problème anglophone. Ce n'est pas pour rien que l'UPC avait d'abord sollicité qu'il y ait une réunification avant l'indépendance. En conséquence, l'UPC lance un appel aux Camerounais pour consolider la démarche initiale des pères fondateurs et regarder résolument vers l'avenir, ce qui passe par une reconnaissance et consécration des patriotes. Aujourd'hui, l'UPC, qui vit mal d'ailleurs cette déchirure, voudrait que l'on se tourne résolument vers l'avenir. Et se tourner vers l'avenir, ça veut dire que tous les patriotes doivent pouvoir revenir dans leur maison afin que l'on bâtisse un Cameroun qui connaisse un véritable développement. Un souhait qui sera traduit dans les faits dans les prochains jours par ce parti politique. Cette année, pour rendre immuable la célébration de ces 70 ans, nous allons ériger un monument à la mémoire de Sendé Afana. Nous allons ériger également un buste à la mémoire de Manga Mado et nous allons inaugurer cette année à Boumiébel la permanence de l'Union des populations du Cameroun. Ce 70e anniversaire de l'UPC intervient aussi au lendemain des sénatoriales, scrutin au cours duquel ce parti n'a remporté aucun siège des sénateurs. On y explique que la reconstruction en marche depuis le congrès d'octobre 2017 devrait lui redonner de nouvelles forces sur l'échiquier politique camerounais. D'aucuns les considèrent comme une bombe sociale à retardement, ces conducteurs de mototaxis qui font de la résistance aux injonctions de se conformer à la réglementation en vigueur. Je vous le disais en titre, ils ont engagé un bras de fer avec le gouvernement depuis 10 ans. L'administration a sorti plusieurs fois les muscles avant de se raviser dans un contexte social où les mauvaises habitudes ont la peau dure. Cependant, le grand banditisme et des accidents mortels prospèrent dans ces milieux des conducteurs de mototaxis. Reportage Flavien Valondongo. Au Cameroun, il est révélé que tout jeune, à un âge raisonnable, peut devenir conducteur de mototaxi, bafouant ainsi la réglementation sous le prétexte de l'ignorance. Je n'ai pas le permis, mais je n'avais pas l'idée. Je n'ai aucune idée de ça. Ils sont pour la plupart auteurs des accidents de la circulation, complices des cas d'insécurité et autres exactions qui entourent le secteur. C'est fort de tout ceci que le chef du gouvernement décide tout d'abord, le 30 décembre 2008, d'assainir et réglementer le secteur d'activité. Il est alors instruit au démembrement des différents départements ministériels d'implémenter l'action sur le plan local. Dans la région du littoral par exemple, le préfet du département du Vouri crée une commission composée des forces de maintien de l'ordre, les sous-préfets et les maires. Le processus d'identification des motos implémenté exigeait un certain nombre de documents à retirer au niveau des collectivités territoriales décentralisées. La carte grise, l'impôt migratoire, le stationnement, la vignette, ainsi que même le permis et l'assurance. Tout ça, c'est difficile pour un extérieur qui se débrouille. Les conducteurs de mototaxis ont estimé non seulement que c'est de trop, mais également ont accusé la lenteur administrative et toutes sortes de tracasseries lors de l'établissement de la paperasse. La mairie Logbaba, il y a aussi la mairie deuxième. Je n'ai pas fait ça parce qu'il y a trop de désordre. Tu peux aller pour faire ça, un truc qu'on peut te faire une seule journée, on te traîne pendant une semaine. Voir celui-ci aller au bureau, il faut que tu passes voir celui-ci et tout le monde crâne dans le bureau. Actuellement là, quand tu fais la moto, toute une journée, tu n'arrives pas à avoir 5 000 francs. Tu vas aller perdre ton temps, peut-être pour faire le papier là. Ton temps tu perds là, on ne te paye pas. Et c'est donc à ce niveau que la machine commence à s'égripper. Les maires, indexés par les conducteurs de mototaxis, se défendent et accusent alors à leur tour le créateur de la commission qui n'est autre que le préfet du département du Vouri de l'époque pour incapacité à conduire à terme un projet d'utilité publique. Ce processus a donc connu un certain nombre de lourdeurs parce que la préfectorale qui était supposée diligenter ce dossier, qui coordonnait
qui coordonnait ce dossier, a cru devoir relâcher. On ne sait pas quelle est la raison fondamentale. Une opération salutaire parce que dans la ville de Douala, vu l'échec de la gestion du transport urbain. En juillet 2013, les règles du jeu sont modifiées et complétées afin d'élargir l'activité au tricycle. Mais jusque-là, les mototaxis continuent de prospérer dans l'illégalité. Les responsables municipaux ont demandé à ces mototaximens d'être un peu plus civiques. C'est déjà ça. Il faut commencer par accepter qu'il faut pouvoir être en règle. Et bien entendu, c'est le plus dur. Parce que, vous savez, c'est une profession qui regorge beaucoup de brebis galeuses. Selon les statistiques, plusieurs bonnes choses et non actualisées, les villes de Douala et de Yaoundé comptent à peu près 100 000 mototaxis avec moins de 5 000 qui sont conformes. Pourtant, l'objectif du gouvernement à travers ce nouveau texte était de réglementer cette activité de plus en plus prospère au Cameroun. Sans doute qu'avec les 3 mois que le nouveau ministre de l'administration territoriale vient d'accorder aux mototaximens pour se mettre en règle, le secteur des mototaxis se verra changer positivement. Dans la ville de Douala, les autorités locales tentent de relancer cette machine de lutte contre le désordre urbain. Des garages de fortune et boutiques de pièces de voitures d'occasion ont été scellés dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Et pour cause, ils sont accusés d'exercer leur activité sur la voie publique. C'est le constat que font Innocent Abega et Xavier Foka dans ce reportage. Photo Golden, c'est la rue Joustan, l'école publique de Nkoulouloun, dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Habituellement plus bruyante et grouillante de monde, il y règne un calme relatif. La cause, toutes les boutiques des vendeurs des pièces d'occasion sont sous-scellées. Que s'est-il passé? Il y avait un jour que les communes municipales sont descendues ici. Ils sont venus ramasser nos choses ici en route. Et il nous a demandé de ne mettre plus ça en route. On est parti maintenant à la commune municipale. On a fait tout pour négocier, pour prendre nos choses. Et on est parti, mais là où ça ne dérange pas le quartier. Dans deux ou 3 jours, encore le chef de quartier avec le sous-préfet, ils sont descendus ici. Il nous a tous scellés. Et il nous a tous scellés. Disons que nous, on dérange ici au quartier. Ces scellés serait donc une manière pour les autorités de venir à bout du désordre sur cette voie. Interrogés sur la question, les commerçants disent ne pas le savoir. Je ne sais pas pourquoi on nous a scellés. Victime innocente, d'après leurs propos. Mais tout à côté, l'un des leurs fait savoir que le problème, c'est le désordre causé par eux-mêmes. Le principal mis en cause, le sous-préfet du 2e arrondissement de la ville de Douala, explique. Il s'agit d'une opération de maintien de l'ordre et de lutte contre le désordre urbain. Ces exploitants des pièces détachées, si vous avez pu le constater, vérifiez qu'ils démontent les véhicules sur la chaussée, qu'ils ont transformé en garage, défonçant et détériorant de façon déplorable la chaussée. C'est donc une opération d'assainissement menée par l'autorité qui rassure que les boutiques seront réouvertes une fois que les propriétaires s'acquitteront des frais de pénalité tels que prévus par la loi. C'est une famille désormais heureuse. Leur bébé de 2 semaines enlevé à Bouddha a été retrouvé à Douala ainsi que la présumée voleuse. Après des examens médicaux, l'enfant se porte bien et a pu retourner au sein de sa famille. Le récit des faits avec Auréole Tchoumi. Volé à Bouddha, retrouvé à Douala. En 72 heures, bébé prodige a goûté la dure réalité de la vie au Cameroun. 2 climats diamétralement opposés, 2 sangs de taille et de lait différents, l'espace de 2 nuits et 3 jours. Elle a passé sa nuit à l'hôpital, tous les tests faits se sont avérés négatifs. Prodige va bien et semble s'amuser dans l'eau. Elle n'a pas pris de bain depuis 3 jours. L'enfant n'a pas de problème, juste qu'elle ne nourrissait pas l'enfant. L'enfant a bu plus d'un tanguy d'eau durant toutes
système de vol. Bébé prodige a quitté l'hôpital à midi pour rejoindre sa génitrice au commissariat du 10e arrondissement. Ici, impossible de voir les retrouvailles mère et fille, ni de rencontrer la présumée voleuse. En caméra cachée, nous parvenons tout de même à discuter avec la sœur aînée de la présumée voleuse. Ça vous dit que qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? D'abord, c'est que je suis allée là pour elle m'expliquer, mais elle me était donc ça s'est passé. Avec le blanc qu'elle vivait avec elle, c'était difficile de vivre le blanc là. Il fallait qu'un jour, le blanc qu'elle est enseigne. C'est ça qu'elle a pris le bébé de l'autre pour aller regarder et présenter à son mari que c'est son bébé. Au commissariat du 10e arrondissement, tout est mis en œuvre pour éloigner le reporter. Finalement, au bout de 3 heures de patience, la mère apparaît hors des locaux de police. Merci Seigneur, merci Seigneur. J'ai la paix au cœur. Tu es gentil Bernard. J'ai la paix au cœur. Merci Seigneur. Direction Makepe Misoke, non loin du lieu où son bébé était détenu. À la maison familiale, c'est un ouf de soulagement. Mais bébé prodige n'est pas là. Certains membres de la famille nous ont sommé de partir. Unique condition pour célébrer à la maison le retour de l'enfant prodige. Tout le monde n'a pas le sourire ce soir au Cameroun. Et pour cause, le pays est en voie de battre un triste record des athlètes en fuite lors des Jeux du Commonwealth qui se déroulent en Australie. Ils sont 5 boxeurs et 3 haltérophiles qui ont déserté le village olympique pour une destination inconnue. On fait le point avec Gladys Sidi. Le Cameroun s'inscrit une nouvelle fois dans le registre des faits divers en compétition internationale. Des 24 athlètes qui ont quitté le Cameroun pour prendre part au 21e jeu du Commonwealth qui se déroule en Australie, 8 athlètes ont déjà pris la clé des champs. Un communiqué rendu public par le chef de mission de la délégation camerounaise renseigne que des 8 athlètes fugueurs, 5 sont boxeurs et 3 haltérophiles. Parmi eux, 2 athlètes qui ont fui sans même avoir commencé la compétition. Chez les boxeurs, Fodzola Simplice, Foku Arsène, Zie Choyi Christian, Yombo Ulrich et Dian Christelle sont introuvables. Et en haltérophilie, Matam Olivier, Minkumba Petit David, Fouodi Archangeline ont décidé de ne pas revenir au Cameroun avec le reste de la délégation. Les officiels ont indiqué avoir entrepris des démarches auprès de la police australienne pour mettre la main sur les athlètes en fuite. Les fugues sont monnaie courante dans les délégations camerounaises pendant les compétitions majeures à l'international. Ils étaient 12 portés disparus lors des Jeux Olympiques à Londres en 2012. Bien des années avant, en 2000, aux Jeux Olympiques de Sydney, plusieurs athlètes camerounais avaient également fugué. 18 ans après, certains ont réussi à se faire une place de choix en Europe et reviennent de temps à autre au Cameroun pour organiser des compétitions locales. Rappelons qu'aucun athlète camerounais ayant réussi à fuir depuis des lustres lors d'une compétition internationale n'a jusqu'ici été rattrapé. Selon le chef de mission de la délégation camerounaise en Australie, certains officiels ainsi que 2 haltérophiles et l'équipe de basketball ont déjà quitté l'Australie. Débuté le 4 avril, les 21e Jeux du Commonwealth s'achèvent le 15 avril. 71 pays y prennent part dans 19 disciplines. Parlons à présent de football. Les Lions cadets U17 prêts à rugir demain en finale du tournoi de l'UNIFAC face aux Léopards de la RDC. Une ultime séance d'entraînement a été effectuée ce jour après la qualification arrachée hier face au Diable Rouge du Congo qui était champion en titre. Un but camerounais signé Wamba Dioufo Léonel. Les Camerounais qui comptent prendre leur revanche face aux Léopards de la RDC. Les Lions cadets U17 avaient été battus de justesse l'année dernière, 4-3. Ils comptent prendre leur revanche demain, jeudi, jour de finale du tournoi de l'UNIFAC au stade militaire, au stade Omnisport du côté de Yaoundé. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.